Le coup de tonnerre provoqué par la Cour suprême, qui a donc, on l'a largement commenté hier, annulé les droits de douane de Donald Trump, droits de douane réciproques, aurait pu être un peu plus applaudi que cela par les marchés financiers. C'est quand même une surprise. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Pourquoi est-ce que les bourses ne sont pas plus rassurées que ça par cette annulation des droits de douane réciproques du président américain? On aurait pu imaginer une flambée, une envolée, applaudissements, roulement de tambour, non. Non, globalement non. Globalement non, pour une raison toute simple, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. On sait que c'est annulé. On sait que c'est annulé. Alors il y a plein de choses ensuite sur les détails de l'annulation. Est-ce qu'il va y avoir remboursement ou pas? Pour un certain nombre d'entreprises, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner. On a appris là tout récemment que les armateurs, enfin les entreprises de fret maritime allaient réclamer ce qu'elles ont payé. Donc voilà, il y a plein de questions qui se posent sur les conséquences de la mesure elle-même, et puis ensuite sur la réaction de Donald Trump. Oui. Hier soir, on ne savait pas encore si les droits de douane américains, ce matin, allaient augmenter de 10% ou de 15%. C'est 15, il a dit 15. Pendant le week-end, il a dit 15, 10, mais pratiquement c'est 10. Ah, pratiquement c'est 10 ? Oui. Alors, ce qui s'est passé, et c'est pour ça, c'est important, cet exemple est très parlant, parce que ça permet de comprendre ensuite ce qui se passe sur les marchés. Donc, la décision de la Cour suprême tombe dans l'après-midi, heure de Paris. Vendredi. Donald Trump annonce immédiatement qu'il va relever les droits de douane avec un autre article de loi qui lui permet de le faire que celui qui a été retoqué par la Cour suprême. Il dit tarif uniforme de 10%. Pour tout le monde, pour tous les pays du monde. Pour tout le monde. On différencie plus les pays. Et dans la foulée, il signe l'executive order, c'est-à-dire le décret qui lui permet de décider cette mesure. Le lendemain, il dit non, ça ne va pas être 10%, ça va être 15%. Et puis, on ne savait pas s'il avait signé l'executive order correspondant ou pas. Et hier soir, on ne savait pas. Ce matin, on sait. Il n'a pas signé l'executive order portant les droits de douane généralisés de 10 à 15%. Et donc, les droits de douane aujourd'hui, sur les biens qui rentrent aujourd'hui, demain, ça sera peut-être différent, mais aujourd'hui, aux États-Unis, c'est 10% et pas 15%. Mais demain, ça sera peut-être 15%. Et donc, on ne sait pas. Incertitude. Et donc, c'est ce qui panique. Enfin, panique, c'est ce qui est... Oui, parce que ce qui s'est passé depuis presque un an, depuis le 2 avril, le jour des droits de douane réciproques, quand les droits de douane ont été annoncés avec des montants, des taux qui pouvaient parfois être délirants, donc ça a mis une pagaille noire sur les marchés, vous vous souvenez, d'ailleurs Donald Trump a annoncé quelques jours après que finalement la mesure serait appliquée 3 mois plus tard, et pendant tout ce temps, il y a eu des négociations, il y a eu un certain nombre d'accords qui ont été conclus, même beaucoup, des dizaines d'accords qui ont été conclus. Donc les choses sont rentrées à l'avantage des États-Unis. Dans l'ordre. À l'avantage, alors, on peut en discuter parce que c'est le consommateur américain qui paye. Les droits de douane. Oui. Les droits de douane, je répète, il faut toujours le dire et le redire, et la Cour suprême d'ailleurs le dit dans son avis de manière tout à fait claire, le rappelle aussi, les droits de douane, c'est pas payé par les pays qui exportent vers les États-Unis, c'est payé par les gens qui achètent à l'intérieur des États-Unis. Donc soit les importateurs, soit les industriels qui servent des matériaux qu'ils importent, soit par le consommateur final. Et il ne le sait pas, ça, Trump, pardon. Il passe son temps à le nier. Enfin, il vit dans un univers parallèle, mais ça marche, et il arrive à convaincre un certain nombre de gens. Moi, j'ai entendu des analystes financiers à Paris tout à fait sérieux, disant les droits de douane seront payés par les pays qui exportent. Non, c'est factuellement faux. Mais à force d'être... Vous savez, vous dites une chose une fois, puis vous le dites 10 fois, ça finit par devenir une vérité parce que ça a été répété. Donald Trump, c'est un champion de cette forme de rhétorique. Donc, les droits de douane... donc il y avait eu des accords, je reprends le fil de mon raisonnement, il y avait des accords qui avaient été signés, et donc les gens, les investisseurs n'étaient pas pleinement rassurés, mais enfin, ils savaient ce qui allait se passer. Et là, à nouveau, avec la décision de la Cour suprême sur une partie des droits de douane, ce n'est pas sur tous les droits de douane, il faut le rappeler, c'est seulement sur une partie des droits de douane qui ont été décrétés par Donald Trump, mais une partie importante, à peu près la moitié. Ça tombe à l'eau suite à la décision de la Cour suprême. Trump a immédiatement annoncé une autre mesure, une mesure qui est forcément provisoire, parce que l'article de la loi de 1974 qu'il invoque, c'est 150 jours. 150 jours, c'est 5 mois. On est en février, ça veut dire que d'ici le mois de juillet, il va falloir soit qu'il trouve
une autre ficelle, soit qui convainquent le Congrès de faire passer le dispositif. Le Congrès, ça va être compliqué, c'est peut-être faisable, mais ça ne se fera pas d'ici le mois de juillet. Donc, entre juillet et la décision du Congrès, il y a les midterms derrière. Et il va encore y avoir du temps. Il y a les midterms qui arrivent là-dedans. Le Congrès, normalement, il devrait commencer par se sentir un peu vexé, parce que si vous lisez, j'ai passé une partie du week-end dans les 170 pages de l'avis de la Cour suprême, entre les lignes, c'est même assez vigoureux contre le Congrès, avec notamment les opposants. Vous savez, sur la Cour suprême, il y a 9 juges, il y en a 3 qui ont voté contre l'avis qui a été rendu, et ces 3-là expliquent, si le Parlement était opposé au droit de douane de Trump, ils auraient parfaitement pu le dire, ils auraient parfaitement pu l'exprimer. Ils ne l'ont pas fait, c'est donc qu'ils sont en gros d'accord. Moi, je serais un parlementaire américain, je serais peut-être un peu vexé. Donc je pense que les discussions elles vont être très très compliquées au Congrès, où la majorité républicaine, au Sénat comme à la Chambre des représentants, c'est la Chambre des représentants, normalement sur les questions fiscales qui a la main, la majorité est très étroite et il y a des élections dans à peine plus de 6 mois. Jean-Marc, donc si je comprends bien, si les marchés financiers n'applaudissent pas, c'est parce qu'on est toujours dans une forme d'incertitude. Donc, droit de douane de 10% dès aujourd'hui sur l'ensemble du monde, pendant 150 jours. Après, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Oui, mais c'est pas dramatique, 10%. C'est pas qu'on reste dans l'incertitude, c'est qu'on est dans une incertitude plus grande que jeudi dernier. Et l'incertitude... Ah non, 10%, en même temps, 10%, c'est moins que... Oui, mais ça dépend des pays. Il y a des pays qui se retrouvent, ou des produits, parce qu'il faut voir le mix. Voilà, il y a les pays, il y a les produits. Il y a des pays où... pour la Chine, par exemple, c'est un meilleur deal, 10%. Oui, mais pour d'autres pays, c'est plutôt moins favorable. Et il y a de l'incertitude qui est recréée par cette mesure et les réactions de Donald Trump. Et l'incertitude, c'est une arme aux mains de Donald Trump. Donald Trump, il se prétend le maître de l'art du deal, de la négociation. Et dans la négociation, l'incertitude, c'est une arme c'est un outil qui est tout à fait précieux. Et donc l'incertitude créée, d'ailleurs, Donald Trump le sait parfaitement, il l'a entretenu par ses décisions, son 10%, puis son 15% qui n'est pas appliqué. Il entretient savamment cette incertitude parce que c'est une arme dans la négociation qui vont fatalement devoir se rouvrir avec un certain nombre de pays avec lesquels les États-Unis avaient signé des accords. Mais le scénario le plus probable, ça reste une extinction de cette taxe temporaire de 10% dans 150 jours. Il y a d'autres artifices, pas des artifices d'ailleurs, mais il y a d'autres dispositifs qui peuvent permettre d'avoir une enquête, des droits de douane. Alors, bon, c'est plus lourd. Par rapport, Donald Trump, il avait choisi le plus simple, cette loi de 1977 qui n'avait jamais servi à appliquer des droits de douane, mais qui lui permettait, a priori, et c'est ce qu'a soutenu d'ailleurs les juristes de l'administration Trump, qui lui permettaient de faire en gros ce qu'il voulait. Ce qu'a dit la Cour suprême, a dit non. On ne peut pas utiliser ce truc-là pour que l'exécutif fasse ce qu'il a envie de faire. Donc ça ne marche pas. Donc il y a d'autres dispositifs, mais ils sont tous encadrés d'une manière ou d'une autre. Donc il y en a certains, il faut que ça passe par le Congrès, et ça va être compliqué. Il y en a d'autres, il faut justifier avec un vrai travail d'enquête. Mais un vrai travail d'enquête, ça suppose de travailler dans une administration dont les effectifs ont été réduits par ailleurs. Et donc il faut argumenter, il faut expliquer, il faut calculer, et ça se fait pas facilement. Donc, il y a d'autres dispositifs qui permettent au président des États-Unis d'imposer des droits de douane, mais ils sont moins simples à manier que l'outil qu'il avait employé. Et donc, à nouveau, il y en a 4 ou 5. Il y a 4 ou 5 articles de lois différents que le président peut invoquer. Et à nouveau, ça crée de l'incertitude. Et Donald Trump va se servir de cette incertitude pour mettre ses partenaires commerciaux sur le grill et qu'ils évitent de s'endormir en se disant on n'est plus sur les charbons ardents. Ouais. Donc, à 10%, ça sera un bon deal pour la Chine. Pour l'Europe, parce qu'en fait, on a un accord, on se souvient de cet accord asymétrique à 15%, mais en réalité, il y a beaucoup d'exemptions. Et le taux pour l'Union européenne, il n'est pas de 15%, en réalité, il est de 8,59% du fait des exemptions. Donc à la rigueur, nous, on a intérêt à ce que l'accord reste... passé avec les Américains, pas conservé. Oui, mais actuellement, autre exemple d'incertitude radicale, l'accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Europe. La Commission. Qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si Européens et Américains sont d'accord pour maintenir cet accord. Ce dispositif, c'est tout de même un droit de douane qui est levé en fonction... Oui, mais 8,59% en moyenne du fait des exemptions, c'est toujours mieux que 10 ou 15%.
Oui, 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 mais ça suppose que le dispositif juridique qui permet aux États-Unis, au président des États-Unis de lever ses droits de douane ne soit pas invalidé. Si ce dispositif est invalidé, même si le président des États-Unis et la Commission européenne sont d'accord, ça ne suffit pas à donner au président des États-Unis le droit de lever ses droits de douane. Hein. Le droit de douane, c'est rappelé de toute manière limpide dans la Cour suprême qui remonte à 1787, à la Constitution des États-Unis et au débat qu'il y a eu là-dessus. C'est dans le premier article de la Constitution américaine, le fait que le pouvoir fiscal est dans les mains de la Chambre des représentants. Et donc, voilà, le président des États-Unis et la Commission européenne sont d'accord. Si la Chambre des représentants n'est pas d'accord, il y a un moment où ça va s'arrêter. Quand Trump tweet que la Cour suprême lui conférait beaucoup plus de pouvoir et de force que je n'en avais avant leur décision ridicule, stupide, très controversée, la fin de la phrase est moins intéressante. Mais il dit vrai ou pas? En quoi il a plus de pouvoir? Bien au contraire. Parce que ça vient de lui rappeler que c'est le Congrès qui décide. Il a été très marqué, Donald Trump, par un homme qu'il a formé. On le voit dans le. Il y a un film. C'est un avocat, non? C'est ça? Oui, oui, oui. Gary Cohn, comment il s'appelle? Voilà, Gary Cohn. Ah, c'est ça, ouais. Et qui lui a des principes. Donc, quand il y a un problème, il faut nier. Et puis ensuite, il faut attaquer. C'est attaque, attaque, attaque. Et ce que fait Donald Trump, là, c'est qu'il attaque. Voilà. Il sait qu'il a essuyé un revers, ça, il n'y a pas de doute. Il a d'ailleurs qualifié les juges d'être stupides, etc. Donc, il sait voilà, qu'il a encaissé un revers. Et au lieu de dire, bon, OK, on va revoir les choses à plat, tout ça calmement, non. Il attaque tout de suite, instantanément, peu importe que ça soit vrai ou non. Vous avez vu peut-être cette vidéo qu'il a publiée hier en ligne, où il est devenu un joueur de hockey, de l'équipe de hockey sur glace qui a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Il devient l'un des hockeyeurs et il marque évidemment le but de la victoire. Voilà, c'est l'univers dans lequel vit Donald Trump qui n'est pas forcément le même que celui dans lequel nous vivons, vous et moi. Pour reboucler, Jean-Marc, on se quitte là-dessus. Donc ça veut dire que pour les marchés financiers, une nouvelle phase d'incertitude s'ouvre. Exactement. Alors qu'on a pu penser au contraire que la Cour suprême allait fermer le chapitre des droits de douane. Oui, mais Donald Trump sait parfaitement qu'il ne peut pas rester sur ce qui est un échec pour lui, donc il attaque à nouveau, il attaque en recréant de l'incertitude, et c'est cette incertitude que ressentent les marchés, et ils ne sont pas prêts de la voir se résorber. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à vous.